Vous allez jamais le croire, j'ai vu un film français où il y a des mouvements de caméra et tout, quoi. C'est un truc de ouf. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans cette critique à chaud de Au revoir là-haut, le dernier film d'Albert Dupontel. Donc Au revoir là-haut, c'est l'adaptation du roman de Pierre Lemaitre qui a reçu le prix Goncourt en 2013, et vous savez quoi? Je l'ai lu pour une fois que j'ai lu un livre, et bah voilà, on en fait l'adaptation en film, c'est génial. Donc cette critique va être en deux parties, il va y avoir une première partie où je vais lui parler uniquement du film et de ce que j'en ai pensé, et la deuxième partie va être rapidement une comparaison vis-à-vis du roman, est-ce que je considère que c'est une bonne ou une mauvaise adaptation. Voilà, donc bah écoutez, c'est parti pour Au revoir là-haut, partie film. Donc Au revoir là-haut, ça raconte l'histoire du sergent Maillard qui est sauvé de justesse de la mort le dernier jour presque de la guerre 14-18 par Édouard Péricourt, un jeune garçon qui se retrouve défiguré suite à ce sauvetage et donc qui ne veut plus rentrer chez lui. Et donc Maillard va se sentir investi presque d'une mission de devoir s'occuper de ce jeune homme. Et Édouard va l'embarquer dans une espèce d'escroquerie au monument aux morts. Voilà, donc c'est une histoire qui parle de l'après-guerre, de l'après-première guerre mondiale, de la condition du traitement qu'on fait à nos soldats, de la manière dont les morts sont gérés même. C'est une vraie critique assez cynique de toute cette partie-là et de toute l'armée française, de la société française en général, et la manière dont on délaisse les gens qui se sont sacrifiés pour notre survie, on va dire. Et au final, plus j'y réfléchis, plus je me dis que Dupontel, c'était vraiment le réalisateur parfait pour adapter cette histoire-là, parce que il a toujours réalisé des films qui parlent de ce sujet-là, qui parle des gens qui sont plus adaptés à la société, et le fait que de parler de poilus qui sont plus adaptés à la France d'après-guerre, alors que c'est eux qui sont battus pour cette France d'après-guerre, c'est vraiment en lien avec toute sa filmographie, quoi. Maintenant que j'y pense, c'est en lien avec Bernie, qui est clairement ça, c'est un marginal, un enfant marginal dans une famille de riches, qui est affilié à des riches, tout ça, même à Enfermé dehors, c'est un SDF qui a une tenue de flic, et à 9 mois ferme, tous ces films parlent de ces personnages qui sont plus adaptés à la vie, à la société, et Au revoir là-haut était au final vraiment le livre parfait pour qu'il l'adapte, quoi. C'était le réalisateur parfait. Alors la première chose à dire sur ce film, c'est que c'est une magnifique reconstitution historique. Honnêtement, on est plongé au cœur de cette époque, au cœur du Paris des années 20 à peu près, et c'est d'une beauté époustouflante, et surtout la mise en scène et la manière dont Dupontel filme ce film est hyper surprenante, parce que vraiment elle te permet de prendre l'ampleur de la reconstitution qu'il te propose. Il y a beaucoup de mouvements de caméra à vide, c'est-à-dire qu'il ne suit pas forcément un personnage, vraiment la caméra circule dans la rue ou dans les bâtiments comme ça, sans suivre un personnage qui est assez particulier, parce que on sent vraiment les mouvements de caméra, mais ça nous permet de voir les décors, de voir les costumes des figurants, les voitures passer, on est vraiment plongé au cœur de cette époque, et je trouve que pour ça, en tout cas, ces mouvements de caméra se justifient. Ce qui est assez intéressant, parce que c'est des mouvements de caméra, d'habitude on essaie de faire en sorte qu'on sente pas trop la caméra, vous voyez, mais même dans des plans séquences ou des plans assez complexes, on va dire qu'on épouse le point de vue de quelqu'un, on suit un personnage. Par exemple, si vous regardez les films d'Alfonso Cuarón, il y a des énormes plans séquences, mais on est toujours dans le suivi d'un personnage, où on circule dans un lieu, mais toujours pour suivre un personnage. Et là, vraiment, Dupontel fait des mouvements de caméra qui sont juste des mouvements de caméra, quoi, qui sont là où la caméra se balade toute seule, de manière autonome, et c'est assez intéressant. J'avoue que je sais pas si moi je trouve ça finalement positif, parce qu'il a des choses à montrer par ses mouvements. Il a vraiment cette fameuse reconstitution, cette époque, et rien que le fait de dire avec ma caméra je vais me balader dans ces décors pour vous les montrer, parce qu'on s'est fait chier à les construire et à les rendre authentiques, et pourquoi pas, ça justifie un mouvement à vide, et moi je trouve ça hyper intéressant. On sent que c'est un film qui est de l'esthétique du Stab One. Alors je sais pas si vous connaissez le Stab One, c'est un nouvel outil cinématographique qui a été créé sur les 10 dernières années et qui s'est vraiment perfectionné récemment, qui est un espèce de caisson gyrostabilisé qui permet de mettre la caméra et de faire plein de mouvements. Ça ressemble un peu à du Steadicam, je vais être un peu technique pendant 3 minutes, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça permet de faire des mouvements ultra fluides, et surtout les cadreurs peuvent se le passer au cours d'un plan, donc ça permet par exemple de passer dans une fenêtre, et qu'il y a un cadreur qui attend de l'autre côté de la fenêtre et qui récupère le Stab One pour continuer le plan. Donc il y a par exemple un plan où il passe dans une voiture comme ça au milieu de la rue. C'est des plans qu'on pouvait pas forcément faire avant, où il fallait faire des trucages numériques comme David Fincher fait par exemple dans Panic Room au début avec ses travelling en avant, mais là c'est juste grâce au Stab One, je pense, et je pense qu'on pourra classer demain Au revoir là-haut, comme étant le vrai premier film français à utiliser pleinement ce nouvel outil cinématographique qui est le Stab One. Stab One ou Ronin, il y a plusieurs noms, moi je dis Stab One, mais il y a plusieurs noms pour cet outil. C'est intéressant aussi, on sent que Dupontel c'est pas mal inspiré au final de Jean-Pierre Jeunet avec Un long dimanche de fiançailles, dans lequel il a tourné, et d'ailleurs j'ai entendu une masterclass de Jean-Pierre Jeunet qui expliquait que Dupontel, ça le travaillait de faire un film sur la Première Guerre mondiale depuis longtemps, et que voilà, c'était la bonne occasion de faire ce bouquin, et qu'il avait envie de faire son long dimanche de fiançailles à lui, grosso merdo. Et c'est vrai qu'on sent
c'est intéressant, il y a un parallèle, il y a un vrai parallèle à observer. D'ailleurs, je pense que c'est symbolique, hein, mais par exemple, le premier plan d'Au revoir là-haut, on suit un chien qui vient dans des tranchées délivrer un message, et donc on avance dans le tranché comme ça en avant, et le premier plan de Un long dimanche de fiançailles, c'est l'inverse. On reculait dans une tranchée avec des gens qui partaient à l'échafaud, plus ou moins. Et donc, voilà, il y a une espèce de parallèle où j'ai l'impression que les deux films se répondent beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer en termes de mise en scène. Et voilà, il y a surtout cet esthétisme extrêmement figuratif par la caméra. Jeunet, c'est quelqu'un d'extrêmement visuel, et Dupontel et au final, un réalisateur extrêmement visuel et utilise beaucoup la caméra pour raconter son histoire. Et moi j'adore parce que c'est ça pour moi l'art du cinéma, c'est d'utiliser le montage, les mouvements de caméra, les différentes optiques. Et Dupontel utilise bien toutes ces cordes en tout cas. Pour finir sur les mouvements de caméra, il y a un énorme plan séquence dans une maison où Dupontel découvre cette énorme baraque magnifique et finit par se cacher d'un méchant interprété par Laurent Lafitte. Et c'est très très bien filmé, franchement c'est bien foutu, ça utilise plein de synecdoques pour nous faire comprendre des trucs, des synecdotes, enfin même pas forcément des synecdotes. Synecdotes, c'est genre le fait, par exemple, de nous montrer une silhouette pour nous faire comprendre qu'il y a quelqu'un, genre de choses. Enfin, je simplifie, mais c'est à peu près ça. Et donc, il arrive à nous faire des fausses pistes, à nous faire peur à un certain moment, grâce à un miroir. Et à la fin, il fait apparaître des personnages dans le cadre de manière assez soudaine, comme ça. Franchement, cette séquence-là m'a fait comprendre que Dupontel touchait vraiment sa bille en termes d'utilisation de la caméra et qu'il aimait se faire plaisir. Et ça m'a fait plaisir de voir un réalisateur français prendre autant de panard à s'amuser avec les outils cinématographiques. Enfin, après Dupontel, c'est aussi un très bon directeur d'acteurs, et principalement dans la comédie, j'ai eu vraiment des séquences qui marchaient grave. Toutes les séquences avec Nils Astrup et le maire du 8e arrondissement qui est joué par Philippe Huchon, donc elles sont à mourir de rire, et surtout elles sont hyper empiriques, c'est-à-dire que c'est une addition de séquences dans le même décor qui parlent de la même chose, mais juste l'humour s'additionne de séquence en séquence parce que chaque fois c'est vraiment on monte d'un cran dans l'agacement, dans on va dire la nonchalance, la méchanceté presque, et ça se répond avec les séquences d'avant dans le même décor, et donc on sent vraiment une gestion de l'humour et de la montée en comédie qui est fabuleuse de Dupontel. Il y a une séquence où il est avec Nils Astrup lui-même, qui est à mourir de rire, avec une espèce de malaise où il joue un personnage qui est genre un benet un peu, enfin un mec simple quoi, et il l'interprète vraiment très très bien. Et là il se retrouve chez quelqu'un de la haute société, il a du mal à faire. Il doit mentir en plus, il a vraiment du mal à jouer un personnage, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est un mec authentique qui a vraiment du mal, et la séquence c'est à mourir de rire dans le malaise. Et Nils Astrup est parfait, t'as l'impression qu'il joue même pas, tellement il ressemble à ce qu'il dégage, le côté vraiment taciturne, faire la gueule tout le temps comme ça, mais hyper intelligent, donc hyper sobre, quoi, efficace. J'ai trouvé ça génial. Franchement, il y a plein de choses comme ça qui fonctionnent vraiment bien en direction d'acteur. Laurent Lafitte est très bien dirigé. J'ai l'impression que, encore une fois, en tout cas, il est très bien casté, surtout comme Nils Astrup, parce qu'il est vraiment... il ressemble à Laurent Lafitte, quoi. Moi, désolé, je suis pas un grand fan de Laurent Lafitte, je trouve qu'il dégage un sentiment un peu d'être imbu de lui-même, de se regarder jouer et tout. Et là, le personnage, c'est exactement ça. Chaque phrase, il s'entend les dire, il s'écoute les dire, il est totalement imbu de lui-même, il s'adore, il se regarde, il est puant, quoi. Vraiment, il est dégueulasse comme méchant, et c'est un super méchant de cinéma. Dans le bouquin, il était déjà hyper flippant, mais là, dans le film, il est vraiment horrible, et je trouve que c'est le parfait choix pour interpréter ce mec-là, parce que naturellement il dégage ce sentiment d'être détestable, quoi, et en étant charmant, tu vois, ça qui est hyper paradoxal, mais c'est ça qui fonctionne. Et il a trouvé vraiment l'alchimie parfait pour le personnage de Nils Astrup et pour le personnage de Laurent Lafitte. Les deux sont parfaits, quoi. Pour revenir rapidement sur le style visuel, il y a plein de choses qu'il a réussi à nous raconter de manière visuelle, et pas d'utiliser forcément le système de la voix off. Alors le film est entrecoupé par des espèces de flash-forward où il y a Dupontel qui raconte l'histoire, grosso merdo, à quelqu'un, qui a un truc qui est pas dans le bouquin, mais j'en parlerai plus à la fin quand je ferai la comparaison. Mais il y a quand même des moments où il s'est autorisé à raconter les choses de manière visuelle. Donc par exemple, rien que le fait que, par exemple, quand Laurent Lafitte débarque dans le cimetière et qu'il saute de tombe en tombe pour éviter de se dégueulasser les pompes, ça c'est quelque chose qui est hyper visuel. Tu comprends le personnage directement par ce biais-là, quoi. Le mec veut pas se salir avec les morts de la guerre, et il veut juste se faire de la thune sur leur dos, quoi. Enfin, c'est vraiment parfait. Et par exemple, l'inspecteur du ministère qui vient inspecter le cimetière, dans le bouquin, il y a une description géniale. Et là, elle est parfaitement retranscrite à l'image, il n'y a pas un mot pour le décrire, ça suffit, tu le vois, il est là avec son manchon de poulet, il est dégueulasse, et à la fois tu comprends le personnage, cette espèce de mec qui te répugne, mais qui est pas un mauvais bougre, mais qui est juste répugnant, et c'est par le fait qu'il soit répugnant de cette manière-là que les gens l'aiment pas, et qu'il finit par aimer personne non plus. Enfin, c'est génial, ça se répond vraiment bien, et c'est juste visuel, quoi, et ça c'est vraiment mais de la crème de la cinématographie, quoi, vraiment
Alors étrangement, même si ça fonctionne très bien, toute la partie avec les masques, parce qu'il y a un personnage qui est défiguré, qui se retrouve à faire des masques, les masques sont très très beaux, ça j'avoue que en termes de graphisme, c'est un truc, quand tu lis le bouquin, t'as tellement envie de voir à quoi ils vont ressembler ces masques, parce qu'ils t'en décrivent plein et tout, là ils sont tous magnifiques, mais il n'a pas réussi à m'embarquer dans la poésie de ce personnage, et pour moi je trouve que le personnage d'Édouard Péricourt, c'est pas forcément le mieux traité. C'est celui où je trouve que Dupontel a le plus de mal, alors que, étrangement, c'est le plus fantasque, et c'est celui auquel on aurait pu croire qu'il aurait pu se faire le plus plaisir, et je trouve que c'est pas forcément le mieux traité. Enfin, il y en a encore un qui est encore moins bien traité, dont je vais parler un tout petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, donc graphiquement, les masques fonctionnent, le look du mec marche. Ce petit procédé de le faire parler par le biais de la petite fille, ça passe, ça permet des vraies séquences où ça dialogue, mais c'est un peu agaçant aussi, faut l'avouer. L'interprétation du mec qui jouait dans 120 battements par minute, Nawel Pérez, je crois, et il a un autre nom, mais je vais pas essayer de le prononcer, elle passe. Physiquement, et voilà, c'est un rôle physique, il n'y a pas de dialogue, donc il est là, il l'incarne, mais il m'a manqué une petite dimension pour réellement m'attacher à lui. Je sais pas. C'est peut-être parce que j'avais lu le bouquin. C'est difficile de juger un film quand t'as lu un bouquin, parce que voilà, tu peux pas le juger comme le spectateur lambda qui découvre le film. Mais en tout cas, je trouve que clairement, il est vraiment en retrait, ce personnage, là où peut-être Dupontel prend peut-être un poil trop de place avec son personnage qui maîtrise parfaitement, cette espèce de simplet, ce bon bougre, quoi. Et là, je trouve que l'alchimie entre les deux m'a pas vraiment immergé dans le film, m'a pas vraiment plu. Ce binôme, pour moi, a du mal à exister à l'écran, en tout cas. Après, c'est le principe de ce binôme d'avoir du mal à exister, parce qu'ils sont incompatibles, mais je trouve que même cette incompatibilité, elle est pas hyper bien géré, et ces séquences sont un peu... c'est pas les séquences les plus marquantes, quoi, les séquences entre les deux. Alors que ça pourrait l'être, ça aurait pu l'être, c'est un peu le cœur de l'histoire, quoi. Et c'est un peu... je trouve que c'est pas là où il maîtrise le mieux son cinéma, Dupontel. Et pareil, avec Péricourt, son flashback, on comprend la relation avec son père, il est un peu foireux, ce flashback, faut l'avouer. C'est un espèce de truc avec des fondus enchaînés, avec une teinte d'une couleur un peu, voilà, pour faire flashback en fumée, parce qu'il a pris de la drogue et il se souvient. Ça veut être visuel, mais ça raconte vraiment de manière balourd, quoi, ce que ça veut raconter, ça tombe un peu comme ça. C'est pas hyper harmonieux, c'est pas très beau. Voilà, ce flashback-là m'a un peu déçu, et pour moi, c'est dans la continuité du traitement douloureux de ce personnage qui a un peu du mal à être traité, je trouve, le personnage de Péricourt. Et le personnage sacrifié du film, c'est clairement Émilie Duquesne, qui joue donc Madeleine Péricourt, la sœur, qui est vraiment... en fait, le problème de ce personnage, mais je vais peut-être en parler dans la partie spoiler, où je parlerai de l'adaptation. Mais oui, je réserve, en 2 mots, elle est oubliée, elle débarque au début, à la fin, tu sais pas trop ce qui s'est passé entre les deux, c'est un peu dommage. Voilà. Et j'ai ma critique, je la ferai dans la partie un peu plus tard. Toute la partie dans les tranchées au début, elle fonctionne, c'est pas hyper impressionnant non plus, et voilà. Je trouve que la Première Guerre mondiale, elle est difficile à rendre cinématographiquement vraiment bien. Et là, bon, visuellement, t'y es, hein, t'es plongé au cœur des tranchées, et c'est lisible. Mais c'est vrai que tu sens que c'est pas non plus la maestria de l'action qui est présentée devant nous. Malgré le fait que, voilà, c'est très bien reconstitué. Donc je vais pas cracher dessus, je trouve que ça fonctionne. Moi, vraiment, la reconstitution, je reviens dessus rapidement, mais elle m'a bluffé. Il y a par exemple un plan où on est au carrefour au rond-point des Champs-Élysées, et on a une vue sur tout le rond-point avec des vieilles voitures qui passent et tout. T'as l'impression d'avoir un monde entier reconstitué, quoi. Et je me demande vraiment comment ils ont fait. J'avoue, elle m'a bluffé, quoi. Alors après, en termes d'histoire, j'avoue que j'ai vraiment du mal à en parler sans faire le rapprochement avec le bouquin, parce que c'est difficile de parler que de l'histoire du film comme ça. Je trouve que l'histoire est vraiment intéressante, ça soulève énormément de thèmes, ça critique de manière assez acerbe la France et le traitement qu'elle a fait à des gens qui ont donné leur vie pour la patrie à ce moment-là, et même ça critique le fait de vouloir donner sa vie pour la patrie. Ça parle de la culpabilité, ça parle de l'émancipation, du rapport, du fait de pas être en accord avec son environnement, de préférer être soi-même, et donc de se détacher de sa famille pour ça. Il y a tout un propos sur l'homosexualité dans le livre qui peut être compris dans le film, mais qui est pas plus appuyé que ça non plus, mais qui est vraiment en sous-texte, mais bon, quand t'as lu le livre, tu le sais. Quand tu vois le film, moi je sais que Batman, elle a vu le film, il a vu le film, il savait pas que ça parlait de ça, et tu le comprends, mais c'est vrai que c'est pas plus appuyé que ça, le propos sur l'homosexualité. Après, c'est pas évident de faire un film où il y a un personnage qui est par exemple drogué, dépressif tout le film, donc c'est aussi pour ça que en bouquin ça passe beaucoup mieux, parce que les pensées du mec peuvent être... la littérature qui est là pour ça, là, j'avoue que t'as une loque, c'est pas toujours évident.
bon, je vais passer dans la partie où je parle du fait de l'adaptation, donc là je vais être en mode spoiler, je donnerai ma note à la fin, je suis désolé, mais parce que j'ai envie de faire le... Non, vous savez quoi, je vais donner ma première note tout de suite, comme ça c'est fait. Je vais lui donner la note de 4 masques sur 5, donc voilà, une très belle note pour un beau film français, un film grandiose qui arrive qui est un vrai film de cinéma, et qui à la fois qui te raconte la France. Ce serait bien qu'on en ait un peu plus des films comme ça. Voilà, moi je trouve que c'est une période de l'histoire qu'on commence à vraiment raconter par le cinéma, la Première Guerre mondiale. Il y a eu France l'année dernière, il y en a eu pas mal, il y a eu un long dimanche de fiançailles, bref. Et bah écoutez, donc voilà, donc 4 masques sur 5, belle note pour le dernier film de Dupontel. Maintenant je vais passer à toute la partie où je compare avec le bouquin. Je dois vous avouer que j'ai trouvé que c'était une superbe adaptation. Alors après, qu'est-ce qu'on demande à une adaptation? C'est toujours délicat. Est-ce qu'il faut avoir lu le bouquin pour apprécier l'adaptation, ou est-ce que justement c'est fait pour les gens qui n'ont pas lu le bouquin? Je trouve que là, honnêtement, quand tu vois le film, ça sert pas à grand chose de relire le bouquin derrière. Enfin, je dis ce qui est, j'ai adoré le bouquin, mais si tu vois que le film, il a réussi à presque tout mettre dedans, quoi. Tout y est, il manque pas grand chose. Je trouve que son procédé de narration, de faire un espèce de flash forward avec des flashbacks, en fait tout le film est en flashback narré par Dupontel, ça permet de donner une pirouette. Alors c'est un peu facile, mais ça permet de donner une pirouette, d'offrir des moments de voix off qui permettent d'accélérer la narration et d'être précis sur des trucs, d'expliquer des choses qui pourraient être compliquées à montrer que visuellement. Donc c'est pas du tout dans le livre et ça fonctionne. Je trouve que tout y est, franchement, tous les personnages y sont, tous les thèmes y sont. Le gros truc qui est sacrifié pour moi, c'est la relation avec Émilie Duquesne, Madeleine Péricourt et Laurent Lafitte, qui est totalement mal foutu dans le film, honnêtement. C'est-à-dire qu'on l'a au début avec le cimetière, on la retrouve à la fin, on comprend qu'en fait ils sont ensemble. Et le problème de ça, c'est qu'il a voulu créer un effet... Il a voulu créer un effet de suspense, de révélation, un twist, qui est le moment où Albert Dupontel découvre la photo et comprend qu'en fait c'est la femme de Laurent Lafitte. Mais le truc, c'est qu'il a placé cette scène-là où tu comprends qu'en fait le lien avec Laurent Lafitte et Nils Astrup, c'est parce que c'est son gendre. Mais il a placé cette scène-là après une scène où tu as un dialogue entre Laurent Lafitte et Nils Astrup, où tu comprends qu'ils font du business ensemble, et tu te demandes, mais c'est quoi leur relation et je trouve que la révélation, le côté surprise, waouh, twist de la séquence d'après, ne prévaut pas sur la confusion que crée cette séquence entre Nils Astrup et Laurent Lafitte, sorti au milieu de nulle part, sans contexte, où tu te demandes pourquoi ce personnage que tu as vu au début du film est lié à ce personnage-là, quoi. Enfin, moi, je trouvais que c'était mal amené, alors que dans le film, dans le livre, c'est clair, net et précis, on sait qu'ils sont mariés, enfin, on a leur histoire qui est narrée, et surtout la relation... vit un peu mieux, quoi, le côté Laurent Lafitte qui délaisse sa femme pour aller la tromper à droite à gauche, voilà, là c'est vraiment résumé en une séquence, enfin le côté qui trompe, il y a 2-3 moments où tu le vois, qui est très bien filmé à chaque fois dans des reflets, ça fonctionne très bien, mais le moment où il trompe, bon voilà, tu le vois, mais le fait que sa relation avec sa femme, le fait que sa femme, tu la délaisses un peu, il la délaisse, et qu'en fait elle voulait juste un enfant... Bon, tout ça, c'est résumé en une séquence de confrontation entre les deux, alors que dans le livre, c'est beaucoup mieux dilué, et je trouvais ça... C'était le seul moment où vraiment je trouve qu'il a mal géré l'adaptation, sinon pour tout le reste, ça fonctionne à mort. Il y a la question aussi de la cicatrice, enfin de la déformation. Dans le bouquin, c'est décrit, quoi. Vraiment, c'est un truc... il y a une fascination pour cette gueule cassée, quoi, qui est hyper... qui est dérangeante, et là, il a fait le parti pris de pas vraiment le montrer. C'est-à-dire que tu l'aperçois vraiment un quart de seconde dans un reflet de miroir, 2 secondes, tu vois 2 petites dents, enfin... Bon, si t'as pas lu le livre, tu comprends vraiment pas ce que tu regardes. Et c'est vrai que j'avais envie de le voir, moi, parce que c'est tellement fascinant dans le bouquin, cette gueule brisée, espèce de glotte apparente, enfin, tu comprends pas. Là, il te le montre jamais, c'est un parti pris, je pense que dans le film, ça se justifie de pas le montrer, parce que c'est dégueulasse, parce que ça te laisse la place à l'imagination, tu pourras pas... C'est-à-dire que dans le livre, ce qui fonctionne, c'est que même la description, aussi précise qu'elle peut être, t'as jamais la mesure de la dégueulasserie du truc, quoi. Enfin, ça laisse ton imagination travailler, et là, il a voulu retranscrire la même chose, c'est-à-dire qu'il te le suggère, et après, c'est à toi de t'imaginer ce qu'il y a sous ces masques. Mais j'avoue que c'est moins prenant que dans le livre, où tu prends la mesure de la gueule pétée du mec, quoi, dans le livre. C'est dégueulasse, ça paraît vraiment ignoble, avec du pu, du truc, enfin, c'est répugnant, et là, t'as pas du tout ce côté répugnant dans le film. Et c'est marrant parce que l'adaptation m'a un peu fait penser à Watchmen, parce qu'il change la fin, et je trouve que la fin... alors c'est peut-être la même fin que dans la BD, parce qu'il y a une BD aussi, Au revoir là-haut, qui a été faite, mais en tout cas la fin du film est mieux que celle du bouquin, enfin en tout cas elle est parfaite, quoi, dans le film. Dans le bouquin, il y a un côté qui est inéluctable, qui est génial aussi, mais qui fonctionne dans le bouquin. Ce côté, les choses n'auraient pas pu être autrement, et en fait tout menait à cet instant-là, quoi. Et c'est le moment où le père renverse son fils en voiture, et dans leur regard, ils comprennent ce qui s'est passé, grosso merdo. Si je me souviens bien du bouquin, j'ai peut-être un peu oublié. Et dans le film, il y a la confrontation entre le père et son fils en haut du Lutetia.
Et voilà, cette scène de dialogue qui est poignante, qui est vraiment, en termes d'émotion, je trouve que ça fonctionne à mort. C'est là, quoi, et c'est une scène qui est nécessaire et qui manque, qui est pas dans le bouquin, mais qui en film, t'aurais pas pu faire la même fin dans le bouquin, t'aurais pas pu faire juste l'arrivée du père, il renverse son fils et le regard raconte tout. Il fallait que les acteurs aient ce moment où ils se parlent frontalement, quoi, l'un et l'autre, et c'est bien, honnêtement, j'ai trouvé ça très beau. Et cette fin où il se jette en plus, donc c'est vraiment un suicide. Dans le livre, c'est un suicide, mais c'est un suicide où il jette sous les roues de la voiture de son père. Là, il se jette vraiment après avoir eu ce moment avec son père, et c'est très très beau. Je trouve dommage que limite la scène dure pas assez longtemps en termes d'émotion. Je trouve qu'il tire pas assez les émotions, il revient trop vite vers Dupontel en flash forward là. Et c'est un peu dommage parce que j'y étais, quoi. Il commençait à me cueillir et il m'a lâché un peu trop tôt. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette fin là. Je trouve que c'est intelligent d'avoir manipulé la fin pour que ça raconte la même chose, mais de manière un peu plus humaniste, un peu plus incarnée par les personnages. Vraiment super parti pris, et là-dessus, Dupontel, chapeau pointu. Alors après, il y a toute fin, qui est pas du tout dans le bouquin, donc avec le côté, le mec le laisse partir, parce que, et en fait, son fils est mort et a été tué par Pradel au début du film. Ça m'a surpris, je m'attendais pas à ce que ça soit ça, et bon, bah, ça justifie le fait que le mec l'écoute, et que le fait que le mec le laisse partir, c'est une bonne pirouette, ça marche. Par contre, vu que c'est pas un truc du bouquin, je me suis dit, c'est quand même pas très cohérent, Pradel qui tire dans le dos d'un soldat au milieu d'une tranchée que personne remarque. Je trouve ça un peu étrange, parce que surtout qu'au début de la séquence, tu vois que Pradel, il est avec tout le monde, quoi, au milieu de la tranchée, donc s'il aurait tiré dans le dos d'un des soldats, ça se serait vu. Donc ça, voilà, je juste été un tout petit peu perturbé par ça, mais pas plus que ça non plus, hein. Et je me souviens plus si dans le bouquin, c'était autant une happy end pour Maillard, s'il partait vraiment avec Pauline et la petite fille dans les colonies, là, je me souviens plus. J'ai l'impression que c'était un poil plus noir comme fin. Enfin, en tout cas, voilà, ça fonctionne, là-dessus, il n'y a rien à dire. Je trouve que, voilà, donc fondamentalement, c'est une très bonne adaptation parce que il a réussi à condenser tout le bouquin dans les thématiques, dans ce que ça raconte, même dans les événements, dans les personnages. Il n'y a rien qui manque, quoi. Il n'y a pas un moment où tu te dis, putain, il a fait le pas là-dessus, c'est dommage, c'était mon parti préféré. Ou... Non, vraiment, t'as tout. T'as des trucs qui sont moins iconiques, évidemment, genre le coup de la tête de cheval. Dans le bouquin, c'est vraiment un truc qui est marquant, quoi, ce cheval dans lequel il a respiré, à lequel il rêve, et il a besoin de cette tête de cheval pour se sentir bien, et tout. Là, c'est... Je pense que quand t'as pas lu le bouquin, je suis pas sûr que tu saisisses l'importance de cette tête de cheval et ce qu'elle représente vraiment pour Maillard, quoi. Mais après, vu que je fais pas partie de cette catégorie-là de personnes, je ne peux que faire des suppositions, et personnellement, je n'ai pas de vérité à pouvoir dire là-dessus, personnel, parce que je suppose sur ce que les gens peuvent ressentir s'ils n'ont pas lu le livre. Vu que j'ai lu le livre, c'est une critique différente que je fais. Donc voilà, vraiment, ça fait plaisir d'avoir une belle adaptation d'un bouquin quand on l'a lu. Je trouve ça génial de pouvoir mettre des visuels sur des choses qu'on avait totalement imaginées, de satisfaire cette soif de visuel. Moi, j'aime bien, quand j'ai visualisé un truc dans ma tête, qu'un réalisateur qui a une vraie vision artistique me le montre pour me dire, pour comparer un peu ce que j'avais en tête et ce que lui me montre. C'est très très beau. Les dessins, par exemple, que fait Edouard sont magnifiques. Ces statues, c'est génial. Je me suis un peu aussi dans les petites différences. Là, il signe, il met sa signature sur sur le monument aux morts qu'il va vendre à son père, quoi, grosso merdo. Il y a la signature d'Édouard Péricourt. Dans le bouquin, je me souviens pas si c'était pas un visage qui était il avait fait un autoportrait parmi les victimes de cette statue. Dites-moi si vous avez lu le bouquin et vous en souvenez. Mais en tout cas, je trouve que là c'est lisible, ça fonctionne, et surtout Nils Astrup est parfait, quoi, pour jouer ce père. Il est parfait, quoi. Franchement, c'est royal. Donc voilà, j'ai déjà donné ma note, 4 masques sur 5. Donc je vous encourage bien sûr à y aller. C'est une très bon film français, très bonne adaptation. Il réussit vraiment à tout, sauf moi, parce que j'ai lu le bouquin, je pense, à m'attacher réellement à Édouard et à Maillard, quoi, les deux. Je trouve que j'ai pas réussi à être émotionnellement vraiment investi dans leur relation. Là où dans le bouquin, je l'étais déjà beaucoup plus. Mais après, c'est parce que sûrement j'ai lu et j'ai une distance par rapport à l'œuvre qui est là, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est un très beau film. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à partager cette critique, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du film, ce que vous ressortez du film sans avoir lu le bouquin. Est-ce que ce que j'ai dit marche? Est-ce que les défauts que j'ai soulevés par le problème d'adaptation se font sentir ou pas? Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, mettez un pouce rouge si vous n'aimez pas cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!